Merci infiniment, je suis très heureuse et très honorée d'être invitée ici ce soir. Merci de vous être déplacés aussi nombreux et puis d'horizons aussi différents. Je reconnais plusieurs visages, ça me fait très plaisir. Donc voilà, permettez-moi de commencer par quelques mots d'introduction un peu personnels qui vous donneront une image de la manière dans laquelle je suis tombée dans la marmite, d'abord du Shugendo et ensuite de la topographie symbolique du Japon. L'une des premières fois où je me suis rendue au Japon, dans la touffeur de l'été à Kyoto, je fais avec une amie genevoise l'ascension nocturne du mont Atago. C'était à l'occasion de l'un des nombreux festivals religieux qui jalonnent l'année, le pèlerinage des 1000 jours. Et une foule se pressait sur les 3 sentiers menant au sommet, afin d'y acquérir un talisman protégeant contre le feu pour les 1000 jours à venir. Arrivés en haut de la pente, mon ami et moi, nous sommes retournés pour admirer la vue sur la ville en contrevol. À ce moment-là, un homme vêtu de blanc, les reins ceints d'une peau de cerf, avec sur les épaules une étole couverte de pompons colorés, passa à côté de nous avec un grand sourire. Mon ami m'apprit qu'il s'agissait là d'un Yamabushi, littéralement quelqu'un qui se couche dans la montagne. Ma curiosité était éveillée et elle ne s'est toujours pas tarie. J'ai commencé à me renseigner sur ces personnages et a appris qu'ils étaient rattachés à un courant religieux du nom de Shugendo, dont la caractéristique principale est d'être centrée sur des pratiques ascétiques en montagne. La traduction littérale de Shugendo est « la voie des pouvoirs par la pratique ». En dépit de cette appellation peu parlante a priori, le Shugendo possède des traits qui le rendent aisément reconnaissable. D'une part, il place l'environnement naturel au cœur de ses pratiques, et les entrées en montagne ritualisées, Nyubu, sont certainement ce qui le distingue le plus clairement. D'autre part, le Shugendo met l'accent sur l'acquisition de pouvoir ou d'une efficace, dont le double but d'un avancement spirituel est d'assurer un gagne-pain à ses adhérents par le biais de pratiques de guérison comme d'exorcisme, de connaissance des plantes comme de divination, de prière, etc. Des pratiques visant à maîtriser ce type de faculté, qu'on appelle Shugen, comme des parcours à travers diverses montagnes, sont mentionnés dès le XIe siècle environ. Toutefois, ce n'est pas avant la fin du XIIIe siècle que le Shugendo émerge en tant que courant indépendant. Dès ses origines, il est fortement imprégné par une forme de bouddhisme dominante au Japon à cette époque, soit le bouddhisme ésotérique, Mikkyo. Ce courant tardif du bouddhisme se caractérise par une très grande place accordée à la liturgie, aux rites ou aux incantations, dont le but est de dépasser les limites du langage pour accéder à une connaissance le transcendant et donner ainsi accès à la réalité vraie. Nous y reviendrons, car c'est d'une certaine manière le propos central de ma présentation ce soir. Une autre des caractéristiques fondamentales du Shugendo est le fait qu'il intègre et incorpore des rites et des divinités issus de toutes les religions du Japon. Enfin, les pratiquants du Shugendo se distinguent visuellement par des vêtements qui leur sont propres et dont chaque élément revêt une signification symbolique. Si le Shugendo s'est répandu dans toutes les régions du Japon et toutes les classes sociales au cours du temps, il a été coupé aux racines lors de la restauration de Meiji à la fin du XIXe siècle. En cherchant à dissocier les différents éléments constitutifs du paysage religieux japonais pour ériger une sorte de religion civique centrée sur le culte de l'empereur, ce moment charnière de l'histoire du Japon s'attaque au fondement même des mécanismes religieux dans ce pays. Le Shugendo, qui reposait plus que tout autre courant religieux sur des cumuls de différentes traditions, a été l'une des victimes les plus lourdement touchées par les réformes religieuses. Ses adeptes n'ont eu d'autre choix que de se défroquer ou de se rallier à une autre dénomination. Lorsque la liberté religieuse a été réinstaurée dans la nouvelle constitution d'après-guerre, en 1947, le Shugendo s'est relevé de ses cendres, mais reste aujourd'hui l'ombre de ce qu'il a été autrefois. Ce soir, je compte donc vous emmener sur les traces des Yamabushi, à travers plusieurs endroits différents du Japon, et ainsi vous plonger dans l'univers de ces coureurs de montagne, qui, tout en traversant des paysages réels et tangibles, voyagent simultanément dans d'autres contrées. Pour faire écho à tous les trésors manuscrits qui nous entourent ici à la Fondation Boudemer, je vous propose de prendre pour porte d'entrée à nos pérégrinations un document avec qui je partage ma vie depuis maintenant de longues années. Vous voyez représentée sur cette diapositive une image de la seule copie existante du Shosan Engi, l'origine des montagnes,
Le manuscrit en est conservé aux archives impériales à Tokyo et fait partie de la bibliothèque de la famille Kujo. Cette famille, issue de la branche nord du clan Fujiwara, a été fondée par Kanezane, dont vous voyez une image ici, l'un des plus hauts dignitaires de la cour impériale. Quant à la branche nord, ou maison du Nord, elle est à l'origine du système de régence qui a donné aux Fujiwara la mainmise sur le pouvoir impérial pendant plusieurs siècles. Au début du XIIIe siècle, la famille Kujo est l'une des plus puissantes du Japon. Quel intérêt un ouvrage traitant de montagne peut-il avoir pour une bibliothèque de ce type? Si le manuscrit débute par un avertissement selon lequel il n'est pas destiné aux non-initiés, le colophon du Shozaengi nous apprend par 2 fois que ce livre est la propriété de Keisei. Or, Keisei est non seulement moine, mais aussi petit-fils de Kanezane, frère de Michie, qui fut régent et chef de clan à son tour, et oncle du shogun Yoritsune, le 4e shogun, fils de Michie. Tout au long de sa vie, Keisei officiera en tant que référent religieux pour les membres de sa famille. Au-delà de son statut de moine reclus, qui le libère d'attaches ecclésiastiques trop contraignantes, Keisei est intimement lié aux événements politiques de l'époque. Le manuscrit du Shozaengi lui-même est remarquable par sa reliure particulièrement soignée. Il est composé de 47 feuillets, qui mesurent un peu plus de 30 cm de longueur sur à peu près 25 cm de largeur, ce qui représente un ouvrage d'assez grande taille. Le papier utilisé semble avoir été vierge, car il n'y a pas d'indication d'écriture au verso. Une autre mesure du prix accordé à l'ouvrage. Le papier de mûrier, plus robuste qu'esthétique, était souvent choisi pour des documents officiels, des écritures bouddhiques ou d'autres documents qui devaient résister à l'épreuve du temps. Sans aucune idée du contenu du manuscrit, nous savons donc déjà qu'il devait revêtir une importance certaine pour son propriétaire. Il est cependant difficile d'aller au-delà de ces éléments initiaux. Le manuscrit n'est pas daté, et nous savons que Keisei n'est pas l'auteur du texte. En revanche, par comparaison avec d'autres manuscrits de sa main, il a pu être établi qu'il en a copié certains passages et qu'il en a ordonné l'agencement. Du point de vue du contenu, le Shozaengi compte 3 parties, elles-mêmes chacune composée de plusieurs sections. Et Keisei, justement, a pris soin d'indiquer la structure de l'ouvrage sur la page de garde, comme de clore chacune des parties. La raison pour laquelle je m'attarde sur la description de document est que le Shozaengi a longtemps été considéré comme l'un des textes fondateurs du Shugendo, de façon anachronique, avant même que cette expression ne soit usitée, puisqu'elle n'apparaît pas avant le XIIIe siècle. Quel peut donc être le rapport entre un document conservé dans la bibliothèque d'un moine de la haute aristocratie, proche du pouvoir politique de son époque, et un courant religieux centré sur la pratique d'austérité en montagne qui n'est pas encore véritablement formé? Les 3 parties qui composent le Shozaengi se rapportent chacune à une chaîne montagneuse du Japon central. Elles ont pour caractéristique principale de les décrire à la fois d'un point de vue physique, géographique et aussi spirituel, essentiellement bouddhique. En effet, chaque partie rend compte de la topographie symbolique de la région montagneuse qu'elle dépeint. En termes de catégorie textuelle, notre document apparaît au genre des engi, des récits d'origine. Il s'agit d'un genre très vaste, dont le dénominateur commun est cependant de raconter la manière dont un lieu devient un marqueur d'espace autre, qu'il s'agisse d'un temple, d'un sanctuaire, ou encore comme ici d'une montagne. En somme, il s'agit du récit de l'ancrage spirituel d'un endroit donné. Le plus souvent, ce processus de sanctification ou de sacralisation passe par le prisme du bouddhisme. Il relate la rencontre entre un moine bouddhique et une divinité locale, d'abord menaçante, puis quémandant le salut bouddhique par l'intercession du moine. Les engi sont ainsi des témoins de l'avancée du bouddhisme à travers le Japon. Or, si ces récits ont fréquemment pour décor des régions de montagne, ces dernières sont parfois elles-mêmes des agentes du discours. C'est le cas du Shozaengi, dont les 3 engi se rapportent chacun à une région montagneuse différente. La première est celle des monts Omine, qui traversent la péninsule de Kii sur environ 120 km, selon un axe nord-sud. Certains sommets culminent à près de 2000 mètres. Quand on parcourt le chemin d'arête, qui existe à ce jour sous le nom de Okugake, la course vers le fond, il n'est pas difficile de se sentir dans un espace autre. Par beau temps, on voit s'étendre devant soi la ligne de crête et tous les vallonnements boisés alentour.
avec l'océan Pacifique qui brille au loin sur la gauche comme sur la droite. Pas sur cette image, mais j'ai des souvenirs de ça. Historiquement, ce sont les monts Hominés qui forment l'étalon de mesure de la pratique en montagne, par leur caractère inaccessible et reculé. La deuxième chaîne est celle des monts Katsuragi, orientés est-ouest, et dont les sommets sont à la fois beaucoup moins élevés et beaucoup plus traversés de routes et chemins. La troisième chaîne, enfin, est celle des monts Kasagi, située à la fois à proximité de Kyoto et de Nara, elle aussi dans un périmètre bien plus proche des hommes qu'Hominés, et qui longe le bassin du Yamato sur son flanc est. Avant de revenir aux 3 chaînes de montagnes et lieux de pratique dont traite le Shozaengi, j'aimerais préciser qu'au moment de rédaction et compilation de ce document, soit au XIIe siècle environ, il existait déjà au Japon un long héritage de réflexion sur l'espace différent que l'on pénètre quand on se rend en montagne. En effet, quand un pratiquant entre dans la montagne, il quitte le monde présent et pénètre un univers considéré comme relevant d'une autre nature, très littéralement un autre monde. Cette notion a une histoire riche et complexe au Japon qui se poursuit à ce jour. En effet, l'expression takai, comme aussi celle de Mienai Sekai, monde invisible, renvoie à des concepts qui relèvent davantage de la proximité que de la distance. Ils évoquent l'idée de monde parallèle, dont les représentations sont conjointement distantes géographiquement ou temporellement, et pourtant de l'ordre d'une immédiateté possible. Il ne s'agit pas d'un imaginaire lointain, mais d'un imaginaire réel, qui peut s'actualiser sous nos yeux comme sous nos pas. Cet espace autre peut se présenter sous diverses formes, aux origines différentes, et qui ne sont pas exclusives les unes des autres. Certaines apparaissent dès les premiers mythes japonais, consignés, tels qu'on en retrouve la trace dans le Kojiki ou le Nihon Shoki, soit les 2 plus anciens documents écrits conservés au Japon, qui datent tous les 2 du début du 8e siècle. On y trouve mentionné Takamagahara, la haute plaine céleste, décrite dans le Kojiki comme le lieu de naissance des dieux, et qui est relié au monde des humains par un pont flottant. De même, y figure Yominokuni, qui est en soi un couplage intéressant, parce qu'il démontre combien l'influence chinoise était déjà prégnante dans les plus anciens documents du Japon. Phonétiquement, cette expression signifie pays des ténèbres, mais le sens des caractères qui la composent est pays des sources jaunes, et renvoie à la notion chinoise d'une contrée souterraine que rejoignent les esprits après leur mort. On trouve encore un monde situé au-delà des océans, nommé Tokoyo, monde éternel ou monde d'éternité, lui aussi à l'origine de nombreuses images différentes. Ces 3 exemples reflètent l'idée d'un monde céleste pour le premier, souterrain pour le deuxième et marin pour le troisième. Dans le Japon ancien, la notion d'un autre monde désignait le monde des défunts et des dieux. À cette perception viennent se superposer les cosmologies continentales d'origine taoïque et bouddhique. Les récits d'immortels taoïques, volant à travers les cieux depuis les montagnes où ils résident, côtoient les images des enfers bouddhiques. Si ces dernières vont s'associer à l'idée de monde souterrain, d'autres au contraire rejoignent celle de monde céleste, comme par exemple le paradis de Miroku, ou encore celle de monde situé sur une île au milieu ou au-delà de l'océan, comme la terre pure du Bodhisattva Kannon, le mont Potalaka, Fudaraku en japonais. Mon intention ce soir est de vous montrer que les montagnes sont des lieux privilégiés, soit de représentation de ces autres mondes, soit de points de contact entre le monde humain et un autre monde, lieu de résidence des défunts et des divinités. Il en va de même pour la mer, mais ce serait là le sujet d'une autre conférence. La dimension comme la qualité particulière de ces espaces liminaires veut également que la population qui y vit, ou qui y réside de manière temporaire pour des pratiques religieuses, soit perçue comme dotée de pouvoirs particuliers. C'est de ce réservoir à la fois de force et d'imaginaire que les pratiquants du Shugendo, entre autres, tirent leur efficace. Même si l'appellation Shugendo ne renvoie pas à un lien intrinsèque avec la montagne, ce courant religieux a de facto été très tôt associé à la pratique religieuse en montagne. La plupart des traditions bouddhiques considèrent les montagnes et aussi les forêts comme un environnement idéal de pratique spirituelle. Le bouddhisme ésotérique va même plus loin et déclare que les montagnes sont le lieu le plus approprié pour atteindre l'éveil bouddhique et ainsi devenir Bouddha dans cette vie même. L'espace des montagnes serait un vecteur spirituel suffisamment puissant pour permettre de couper court au cycle des transmigrations duquel sont prisonniers tous les êtres vivants et ainsi donner accès au monde de l'éveil,
soit à la réalité vraie. Le Shugendo a fait sienne la notion que les montagnes ne sont pas seulement un réservoir de pouvoir ou un lieu dans lequel ces pouvoirs peuvent être activés. Bien plus, elles constituent un espace qui permet une actualisation du potentiel de bouddhéité résidant dans tout être vivant, y compris d'ailleurs les plantes et les animaux. En réalité, le Shugendo n'a rien fait d'autre que de prendre au mot les deux ensembles conceptuels que nous venons d'évoquer, soit les autres mondes et la réalisation bouddhique dans ce monde même, et de les appliquer au paysage japonais. Nous avons vu que les entrées en montagne forment le cœur de la pratique du Shugendo, historiquement comme aujourd'hui. Ces parcours ritualisés, qui peuvent s'étendre sur plusieurs jours, comme sur plusieurs mois, voire plusieurs années, s'adressent à des yamabushi laïcs comme à des professionnels. Ils ont pour but non seulement de représenter, mais de manifester ou de donner forme, très littéralement, à différents concepts bouddhiques, qu'il s'agisse de terre pure, paradis et enfer, mais aussi d'images a priori plus abstraites comme des mandalas ou des sutras. Comment le Shugendo opère-t-il ces translations aux métaphores spatiales ? Il se fonde en cela sur un discours qui imprègne le paysage religieux japonais à ce jour et que mes étudiants connaissent bien depuis le temps. L'une des appellations les plus courantes données à ce discours est celle de Honji Shujaku, terres originelles et traces manifestées. À nouveau, cette dénomination en apparence complexe renvoie à un mécanisme très logique qui permet de réguler les relations entre différentes catégories du panthéon japonais. Dans sa signification littérale, il propose une différence hiérarchique entre les divinités bouddhiques et les dieux japonais, les kami, ces derniers étant interprétés comme des manifestations locales des premières. Il s'agit là de la déclinaison japonaise de l'un des outils de propagation les plus puissants du bouddhisme, l'intégration dans le panthéon bouddhique des divinités locales des pays qui traversent. Au Japon, cette logique a été adoptée avec un très grand succès, et au fil du temps, elle s'est établie en un système complexe de correspondance à niveaux multiples. Loin d'être une simple équation entre divinité locale et universelle, le Honji Shujaku en vient à désigner la vaste nébuleuse d'interrelations entre différents types et catégories d'entités divines. Une image simple illustrant ce fonctionnement est celle des matrioshkas, les poupées russes. En effet, il ne s'agit pas d'une fusion d'une entité, ou de plusieurs entités pour en former une nouvelle, mais d'une juxtaposition, car les identités des divinités superposées restent généralement distinctes. Ainsi, une divinité locale est la manifestation d'une divinité régionale plus puissante, qui à son tour est celle d'un bodhisattva, lui aussi la manifestation d'un Bouddha, etc., en un crescendo vers l'universel. Je m'attarde sur ce mécanisme particulier parce que les corrélations que propose le Honji Shujaku ne fonctionnent pas seulement entre des divinités de différents rangs et portées, mais aussi à une échelle beaucoup plus vaste, entre des concepts bouddhiques et le paysage japonais. Dans le cas des corrélations géographiques, l'ancrage local n'est pas le fait d'un kami individuel, mais de montagnes, de groupes de montagnes, voire du pays dans son entier. C'est bien là l'efficacité du principe du Honji Shujaku. Pour ainsi dire, n'importe quelle divinité ou entité locale peut être expliquée en des termes universels, et utilisée en tant que telle par les autorités politiques ou religieuses. C'est pour cette évolution particulière du Honji Shujaku que j'emploie. Donc c'est pour cette évolution particulière du Honji Shujaku que j'emploie, à la suite de l'anthropologue française Anne Bouchy, l'appellation topographie symbolique, qui figure dans le titre de ma présentation de ce soir. Si le mécanisme de Honji Shujaku est perceptible dans un nombre incalculable de représentations religieuses au Japon à ce jour, le Shugendo en a fait un usage particulièrement étendu et élaboré, surtout dans ses applications géographiques. En fait, c'est le Shugendo qui a systématisé la topographie symbolique. En intégrant et assimilant l'imaginaire religieux entourant les différentes acceptions de notions d'autres mondes, puis en les combinant avec des concepts bouddhiques et en les projetant sur les paysages du Japon, il a créé son propre système de pouvoir, fondé sur les entrées en montagne. Au départ, ces entrées en montagne se faisaient généralement sous la forme de retraites, plus ou moins prolongées dans des grottes ou des huttes, souvent l'hiver. On connaît quelqu'un qui a fait quelque chose de similaire, n'est-ce pas Alain ? De statique, ces séjours sont devenus dynamiques et ont évolué en des circuits à travers certains massifs montagneux, ceci dès le Xe siècle environ. La principale caractéristique du Shugendo, comme de ses pratiquants, est que ces derniers
ne visite pas seulement ces espaces particuliers que sont les montagnes, mais séjourne en leur sein, participant ainsi de leur nature même. L'accomplissement majeur du Shugendo est ainsi d'avoir systématisé un ensemble de représentations et de pratiques liées à un environnement naturel et d'en avoir fait le soutènement à la fois de son organisation et de sa diffusion à travers le pays. Maintenant que vous avez une idée de l'arrière-plan religieux et culturel qui entoure les montagnes japonaises, tout au moins les nombreuses d'entre elles qui ont été ou sont toujours des lieux de pratique religieuse, je vous propose de retourner dans les 3 régions décrites par le Shozaengi et de voir quel type de topographie symbolique y sont à l'œuvre. On a vu que le Shozaengi est une compilation de 3 engi différents qui se rapportent chacun à un massif montagneux. Les 3 engi varient en longueur et en complexité, mais ils ont chacun pour élément central un parcours ritualisé traversant la région dont ils traitent. Le parcours le plus spectaculaire est certainement celui du premier ensemble du recueil, l'Omine Engi, récit d'origine des monts Omine, qui traverse tout à la fois virtuellement et physiquement les 2 mandalas de la matrice et du plan du diamant. Cette paire de mandalas, qui forme un ensemble indissociable, représente l'essence même de l'enseignement du bouddhisme ésotérique. Rappelons peut-être brièvement que les mandalas sont des représentations du cosmos bouddhique qui symbolisent l'univers entier, à la fois sous son aspect singulier et global. La plupart des mandalas sont des peintures, même si certains sont tridimensionnels, et ils représentent généralement une pluralité de divinités bouddhiques, symbolisant les aspects infinis de l'univers, qui ne sont rien d'autre que des facettes du Bouddha universel ou cosmique du bouddhisme ésotérique, Dainichi Nyorai en japonais, Mahavairochana en sanskrit. On retrouve ainsi la logique d'émanation du Honji Sujaku selon laquelle l'un est le tout l'un. Le Shugendo, encore une fois, prend ce principe à la lettre en considérant certaines parties du territoire japonais comme étant la manifestation parfaitement réelle et véritable du cosmos bouddhique. La traversée du double mandala proposé dans l'Omine Engi compte plus d'une centaine de sommets décrits chaque fois en quelques lignes. Des notes additionnelles donnent des informations sur la situation géographique du lieu de vénération, comme sur les statues, les écritures, les instruments rituels qui y sont déposés. Le Shozaengi est l'un des 2 seuls textes connus à présenter une corrélation aussi détaillée entre le double mandala et une géographie physique. D'ailleurs, même si, comme vous le voyez sur cette diapositive, le chemin que se ferait le parcours à travers le mandala est bien réalisable et qu'on peut imaginer à cette progression une signification symbolique, il n'en reste pas de traces concrètes. En revanche, cette assimilation a été conservée à travers les siècles, mais selon une projection beaucoup plus générale et générique, qui ne marque de manière précise que l'entrée et la sortie des mandalas, parfois également le point de jonction entre les 2. Dans l'ensemble, cet exemple de topographie symbolique a connu un grand succès et a été repris pour de nombreuses autres montagnes à travers le Japon. Dans certains cas, comme vous le voyez ici, c'est le Japon entier qui était lui aussi considéré comme l'expression du double mandala. Or, les mandalas ne sont pas les seuls exemples de translation géographique. À l'ouest des monts Omine s'étend jusqu'à la mer la chaîne plus basse des monts Katsuragi. Ces derniers ne sont pas la transposition d'un mandala, mais celle du Sutra du Lotus. Bon, comme vous le savez, je pense tous, les sutras sont des écritures qui retranscrivent ou commentent les enseignements du Bouddha historique Shakyamuni, et le Sutra du Lotus est l'un des sutras les plus connus et les plus influents dans l'Est asiatique. Donc, de manière comparable au double mandala d'Omine, le Sutra du Lotus est physiquement inscrit dans le paysage des monts Katsuragi, dont le parcours est ponctué de 28 stations, correspondant chacune à l'un des chapitres du sutra, qui s'y trouvait enfoui dans des monticula sutras, les Kyosoka. Quant au nombre de pas nécessaires pour accomplir l'entièreté du trajet, il est le correspondant exact du nombre de caractères chinois que compte le sutra. Qui plus est, c'est le fondateur même du Shugendo, En-no-gyoja, En le pratiquant, qui dénombre ses pas. Je cite, « Sous les pieds d'En-no-gyoja, qui marche et marche encore, se trouvent les 69 384 caractères. » Fin de citation. Si les 2 exemples que nous venons de voir inscrivent de manière très littérale des conceptions bouddhiques dans le paysage japonais, ce ne sont de loin pas les seules opérations de topographie symbolique que recèle le Shozaengi. Une autre manière de traduire une géographie bouddhique sur le territoire japonais est d'y faire atterrir ou amérir des montagnes indiennes ou chinoises. Le Shozaengi débute ainsi par la relation de l'arrivée du mont Omine depuis l'Inde, où il était un fragment du mont de l'Aigle.
la montagne sur laquelle Shakyamuni a exposé précisément le Sutra du Lotus. Je vous en cite quelques lignes, donc du Shosaenki. Omine s'est séparé du sud-est de la terre de naissance du Bouddha, sur le côté sud-ouest de la grotte du Diamant. Au moment où se produisit cet événement, au milieu de la nuit du 19e jour du 8e mois de l'an Socho 3, qui correspond à 538, le ciel entier retentit d'une multitude de sons. Le pays fut ébranlé, comme sous l'effet d'un immense tremblement de terre. Fin de citation. Alors j'ai souligné la date de 538 de notre ère, parce que c'est l'une des dates traditionnelles qui marque l'introduction officielle du bouddhisme au Japon. Donc voilà pour le mont Omine. Quant au mont Kimpu, l'un des sommets principaux des monts Omine, sur lequel nous reviendrons dans un instant, il est issu, lui, du mont Wutai en Chine, et arrive au Japon en flottant, chevauché du bodhisattva Zhao. De la même manière que les montagnes chinoises peuvent être simultanément perçues comme des corps divins en soi ou simplement comme la résidence d'une divinité, le mont Omine et le mont Kimpu sont tout à la fois la montagne originelle indienne ou chinoise et la montagne ancrée sur sol japonais. Le principe du Honji Sujaku permet aisément cet effet de télescopage intégral et de compression ou superposition à la fois physique et conceptuelle, qui ne s'arrête d'ailleurs pas là. En effet, si le mont Kimpu est d'une part mis en correspondance avec le mont Wutai, qui est en Chine la résidence du bodhisattva Monju, il est également associé au paradis de Miroku, le Bouddha en devenir destiné à succéder à Shakyamuni dans un nombre à la fois précis et incommensurable d'années. La matrice du récit relatant cette nouvelle mise en correspondance utilise un ressort universel, celui des paradis en caverne. Le mont Kimpu est le théâtre de la forme paradigmatique de l'histoire du voyage du moine Doken, une légende en circulation dès le Xe siècle. Alors qu'il pratique sur cette montagne, sur le mont Kimpu, le moine en question cesse de respirer et meurt. Il pénètre dans un autre monde où des êtres célestes le guident jusqu'à un moine. Ce dernier révèle à Doken être le bodhisattva Zhao, le corps de transformation de Shakyamuni. Il lui octroie un nouveau nom, Nichizo, lui fait rencontrer d'illustres défunts et enfin l'emmène faire un tour aux enfers où Doken Nichizo est témoin des souffrances de hauts personnages, y compris un ancien empereur. Après cela, Doken se réveille dans la grotte où il pratiquait, 13 jours après sa mort. Donc dans le Shosanengi, la trame de ce récit est reprise dans ses grandes lignes, bien qu'on n'y figure pas la visite aux enfers, mais elle se voit transposée du mont Kimpu au mont Kasagi, qui constitue le point focal du troisième engi du recueil, l'Ichidai nomine engi, récit d'origine du mont Ichidai. Ichidai, c'est un autre nom pour Kasagi. On voit que le Shosanengi revisite une histoire déjà canonique pour servir ses objectifs. Dans ce cas, il s'agit de la création de liens entre Kasagi, un site relativement peu connu, et le mont Kimpu, qui l'est au contraire beaucoup. Pour ce faire, il utilise un caractère fondamental commun aux deux sites, qui est la dévotion à Miroku. En effet, si le mont Kimpu est de longue date associé à Miroku, comme le démontre entre autres la nature des objets dévotionnels enfouis sur son sommet par les plus hauts dignitaires politiques, la falaise au pied de laquelle est bâti le temple de Kasagi était ornée à cette époque d'une très grande gravure en relief de Miroku, disparue dans un incendie à l'époque médiévale. Au gré des exemples que nous venons d'évoquer, nous voyons combien le Shosanengi est truffé de références à des opérations de topographie symbolique, ou, si l'on veut, de Honji Sujaku appliquées au paysage. Au risque de vous donner le vertige, je pourrais en détailler de nombreux autres au fil des 47 feuillets du manuscrit, mais je m'arrêterai pour l'heure ici. Je tiens cependant à souligner que les correspondances sont pour ainsi dire sans fin. Aucun de ces liens n'est figé, tous sont malléables à loisir, dans l'esprit même du bouddhisme ésotérique dont je vous rappelle le credo. L'un est dans le tout est dans l'un. Cela étant, ces récits s'ancrent néanmoins dans une réalité humaine. Ah, ça va trop vite. À quoi pouvaient donc servir ces entrelacs de références et d'images ? Certaines d'entre elles dessinent un objectif très clair. L'arrivée des montagnes depuis l'Inde ou la Chine ancre fermement le bouddhisme en terre japonaise. Il en va de même pour le double mandala et le sutra du lotus, qui mettent à jour d'une autre manière le caractère fondamentalement bouddhique des lieux qu'ils marquent. Le transfert du récit de Doken du mont Kimpu au mont Kasagi, quant à lui,
empruntent la notoriété d'un site pour le décalquer sur un autre en se fondant sur un dénominateur commun aux deux, la vénération de Miroku. Le Shozaengi donne peu de prise historique, tant il est centré sur des adéquations entre imaginaire religieux et territoire. Cependant, une lecture attentive montre que les deux premiers engi, ceux d'Omine et de Katsuragi, servent en réalité d'écrin au dernier, pourtant le plus succinct et le moins bien doté sur le plan des arguments de sacralité. Deux chercheurs japonais, Kawasaki Tsuyoshi et Chikamoto Kensuke, ont montré que l'ensemble avait probablement été rédigé ou compilé dans le cadre des travaux de restauration du temple de Kasagi menés entre 1194 et 1204. En effet, l'une des fonctions principales des engi, soit les récits d'origine, était de cet ordre, légitimer l'importance d'un lieu de pratique et de culte par un ancrage symbolique fort qui, une fois acquis et intégré, servait d'argument de poids pour les campagnes de levée de fonds destinées à la construction ou à la restauration de bâtiments ou de temples. Il existait même une catégorie de moines ou de figures religieuses semi-laïques appelées kanjin hijiri, saints hommes des levées de fonds, dont le métier était précisément celui-ci, de parcourir villes et campagnes pour financer ses entreprises. Dans le cas présent, Kasagi se prévalait ainsi du prestige aussi ancien qu'important de ses voisins, les sites hautement célèbres d'Omine et de Katsuragi. Tout cela ne nous explique toutefois pas pourquoi Keisei accordait autant d'importance au Shozaengi, car il n'avait pas a priori de lien particulier avec Kasagi. Il est possible que l'intérêt de Keisei à l'égard de cet ouvrage ait été d'ordre privé. Bien que ce personnage ait laissé peu de traces, nous savons qu'il était une figure éclectique, à la fois fin stratège politique, loyal dans ses liens familiers et amicaux, avec aussi, comme nombre de ses contemporains, une prédilection certaine pour l'interprétation d'oracles, de songes et de rêves prémonitoires. De même, il témoignait d'une très forte conscience de l'importance de la transmission des connaissances. En admettant que la raison pour laquelle Keisei tenait particulièrement au Shozaengi a été intellectuelle et non calculée, le Shozaengi change de statut. D'instrument d'une politique religieuse particulière et localisée, il devient un récit qui raconte comment les montagnes japonaises sont aussi des montagnes indiennes ou chinoises et s'insère ainsi dans la vaste conception bouddhique de la transmission à travers les trois pays, Sangoku Denrai, selon laquelle la loi bouddhique, après être née en Inde et avoir traversé la Chine, vient trouver son accomplissement au Japon. Les représentations de mandalas à l'échelle du pays entier, par exemple, que nous avons évoquées plus haut, font partie d'un discours similaire. Parfois, d'autres images sont utilisées, comme par exemple celle du Vajra, le diamant ou le foudre, l'arme du roi des dieux, Indra, qui est l'un des instruments liturgiques du bouddhisme ésotérique. Il existe de nombreux exemples dépeignant le Japon sous cette forme. Ainsi, Keisei pourrait avoir vu en le Shozaengi un témoin fort de cette translation à grande échelle. Si le foudre est l'arme d'Indra, une autre image connexe lui est également associée, celle d'un filet qui porte un diamant à la jonction de chacune de ses mailles, se reflétant ainsi eux-mêmes comme le filet tout entier, à l'infini de leur miroitement. Quant au lien entre le Shozaengi et le Shugendo, il est à la fois intrinsèque et inopérant, puisque le Shugendo en tant que mouvement religieux indépendant ne s'est formé qu'au plus tôt, un siècle après la compilation de notre manuscrit. La relation est inaltérable en ce que les monts Omine forment le bastion central de ce courant religieux à ce jour, et que Katsuragi est un site de pratique encore plus ancien, par ailleurs le lieu de naissance d'Enno-Gyoja, donc le fondateur traditionnel du Shugendo. L'imaginaire à l'œuvre dans le Shozaengi est celui qui nourrit le Shugendo à travers les siècles, mais il est vrai que ce courant religieux n'est pas encore institutionnalisé en tant que tel à la fin du XIIe siècle. Des éléments du Shozaengi se retrouvent sous forme de variantes ou de fragments à travers les siècles, ce qui lui vaut à ce jour l'aura de réservoir des traditions shugen du Japon central, qui en est aussi le berceau. Pour la dernière partie de ma présentation, j'aimerais maintenant me tourner vers une autre région du Japon, comme une autre époque, un peu plus tardive cette fois. Nous avons vu que les engi, les récits d'origine, pouvaient servir à lever des fonds lors de campagnes de restauration ou de construction. Ce n'est là que l'une de leurs fonctions. Ils peuvent servir de documents juridiques, de support à des sermons d'ordre privé ou public, être employés à des fins d'authentification ou de légitimation. Ils peuvent être des textes tout à fait objectifs, des inventaires, des relevés, mais aussi des objets liturgiques devant lesquels on se recueille ou qui sont paradés lors de processions.
Comme l'indique leur appellation même, dont la signification littérale est origine d'un lien, ces documents donnent la clé d'une relation à la fois inhérente et symbolique entre un lieu et une communauté, par le biais de représentations qui relèvent à la fois du local et de l'universel. Au cours de la période médiévale se développent également des versions illustrées de ces documents. Ces rouleaux imagés pouvaient être de très belles factures, commandités à grands coûts et offerts à des temples qui les montraient à certains moments de l'année. D'autres au contraire étaient transportés à travers le pays et élucidés ou expliqués, etoki, lors de sermons donnés par des moines, des nonnes ou encore des musiciens, dans des contextes qui pouvaient varier grandement. Tous ont en commun de mettre en lien un lieu précis, inscrit dans le paysage japonais, et de le présenter comme un point de jonction entre le monde d'ici et celui des dieux et des bouddhas, permettant soit d'envisager, soit d'assurer son salut après la mort. Si les engi illustrés remplissent ce rôle, ils sont également relayés en cela par la vogue des mandalas paysagers. Nous avons vu les exemples du Shozaengi, dans lequel le double mandala de la matrice et du plan du diamant sont projetés sur la chaîne des monts Omine. Cette correspondance point à point, très élaborée, n'a pas connu d'essor au-delà de quelques rares documents. En revanche, la projection d'un paysage symbolique sur un paysage réel, elle, a connu un très grand rayonnement. Il existe de nombreuses peintures qui donnent à voir de manière figurée les liens unissant soit un paysage japonais et sa contrepartie symbolique, bouddhique, soit des divinités bouddhiques et leurs manifestations sous forme de kami. Ce répertoire pictural, qui met en scène les infinies variations du principe du Honji Sujaku, est d'une inventivité et d'une variété étonnantes. À partir du XVIe siècle se développe un genre particulier de ces mandalas, les mandalas de pèlerinage, Sankei Mandala, qui sont de véritables tours de force d'information visuelle en ce qu'ils reproduisent une topographie réelle tout en lui superposant une géographie cosmologique en une opération tout à la fois de manipulation et de description. C'est le cas des mandalas de Tateyama. Contrairement aux régions sur lesquelles nous nous sommes attardés jusqu'ici, qui restent relativement proches du cœur de la culture japonaise ancienne, Tateyama est un lieu beaucoup plus éloigné et excentré. Il s'agit d'un massif montagneux constitué de 3 sommets principaux, situés à proximité de la mer du Japon, sur la côte septentrionale du pays. Les espaces bouddhiques évoqués dans le Shozaengi sont en règle générale des lieux d'élévation spirituelle, qu'il s'agisse de terre pure, de paradis ou alors du double mandala ou du sutra du lotus. Même le récit de Doken, dont la version canonique est centrée sur sa visite aux enfers, s'en trouve dépouillé dans le Shozaengi. Tout le contraire est vrai pour Tateyama. Comme nous allons le voir, ce site, bien qu'il offre aussi une issue vers la terre pure, est connu pendant des siècles pour son management des enfers bouddhiques. Le premier texte décrivant Tateyama comme un enfer date du XIe siècle. Il s'agit d'une compilation d'anecdotes bouddhiques, le Hokegenki, dépeignant la montagne en les termes suivants. Je cite « Voici l'endroit où Indra rassemble les administrateurs des enfers, qui décident du destin de tous les êtres en fonction de leurs actions bonnes ou mauvaises. » Fin de citation. Le même texte ajoute un peu plus loin, avec le commentaire qu'il s'agit d'une tradition déjà ancienne, je cite à nouveau, « Quiconque dans tout le Japon a commis des actes répréhensibles tombera dans les enfers de Tateyama. » Fin de citation. L'ancienne province d'Etchu, aujourd'hui la préfecture de Toyama, était pauvre et fortement enneigée l'hiver. En raison de son caractère reculé, la période d'affluence pour cette destination se restreignait au mois d'été, si bien que l'expansion de sa notoriété dépendait fortement du colportage et des performances des toki, l'élucidation d'images des mandalas. D'octobre à mai, les pratiquants locaux pouvaient vendre leurs produits ailleurs dans le pays, qu'il s'agisse d'herbes médicinales, de copies de textes bouddhiques, de talismans, etc. La renommée de Tateyama provient de son association avec les enfers bouddhiques, qui n'ont rien à envier à ceux de la comédie humaine de Dante. D'ailleurs, c'est assez génial de voir les panneaux qui se trouvent derrière vous, là, parce que ça ressemble un peu à la structure des mandalas qu'on est en train de regarder. La topographie physique du lieu s'y prête. En effet, Tateyama est un ancien volcan, et la partie de la montagne manifestant les enfers est aussi sulfureuse, littéralement, que désertique. Les descriptions anciennes ne sont pas illustrées et relatent, comme par exemple le Hokegenki, l'histoire suivante. La fille d'un sculpteur bouddhique tombe en enfer parce qu'elle a vendu des objets liturgiques pour subvenir aux besoins de sa famille.
Le bodhisattva Kannon prend sa place en enfer le temps que la femme aille chercher de l'aide. La défunte enjoint un pratiquant shugen qu'elle rencontre en chemin de se rendre auprès de sa famille et d'expliquer son pitoyable sort afin qu'ils y remédient en commanditant des offices bouddhiques en son nom. Plus tard, son père, comme le pratiquant, voit en rêve qu'elle a pu renaître dans l'un des cieux bouddhiques. Des récits de ce type étaient courants dans le Japon classique. Leur trame narrative repose toujours sur les mêmes ressorts. Une femme souffre dans les enfers de Tateyama, en appelle à un pratiquant shugen, pendant qu'un bodhisattva endure la punition qui lui revient à sa place, par compassion pour un acte de piété, même minuscule, accompli par cette personne malgré les fautes qui l'ont conduite là. Ce fil narratif dessine les contours du rôle endossé par le pratiquant professionnel. Il reçoit les communications des défunts, détermine comment les sauver, prend contact avec leur famille et prend soin ensuite de vérifier leur destin ultérieur. En parallèle à ce type de récit, se développe également un récit d'origine du mont Tateyama. Nous retrouvons donc ici aussi le genre des Engi, également sous la forme d'un récit paradigmatique, dont la trame est commune à de nombreuses autres montagnes. Un chasseur, dans le cas de Tateyama Saeki Ariori, se rend jusqu'à Tateyama à la poursuite d'un faucon blanc. Arrivé à la montagne, il tombe sur un ours qu'il blesse d'une flèche et il en suit les traces de sang jusqu'au sommet. Dans une grotte, il se trouve face au Bouddha Amida, qui irradie une lumière dorée, avec une flèche ensanglantée dans le cœur. Et, à côté de lui, le roi de science Fudo, qui était le messager ayant conduit Ariori jusque-là sous la forme du faucon. Ce récit indique à Ariori qu'il est parvenu dans la terre pure d'Amida. Ces deux fils narratifs, qui constituent l'un comme l'autre le fondement de la topographie symbolique déclinée à Tateyama, vont non seulement se conjuguer au fil du temps, mais intégrer d'autres éléments qui figurent tous sur les images illustrées qui se développent à partir du XVIIe siècle. Toutefois, même si ces éléments sont toujours présents, ce sont avant toute chose les enfers qui seront mis en avant. Et Tateyama est perçu comme étant véritablement et physiquement la manifestation ou l'actualisation des enfers tels qu'ils sont décrits avec force, détail et complexité dans les textes bouddhiques. Dans la cosmologie bouddhique, il y a des enfers extrêmement complexes. Il y a d'abord des enfers centraux qui comptabilisent 8 enfers glacés et 8 enfers bouillants. Ensuite, chaque enfer compte 16 enfers satellites. À cela s'ajoutent enfin des enfers reculés et isolés, indubitablement compatibles avec des montagnes. Comme nous l'avons vu au début de mon exposé, ces notions infernales importées du continent, avec déjà certains codes visuels, se conjuguent aisément avec les représentations japonaises d'autres mondes. Les mandalas Tateyama reprennent donc une imagerie connue et globalisée, mais à laquelle ils donnent un ancrage local par leur représentation des caractéristiques géographiques du lieu. Ceci vaut pour les récits et légendes que nous avons mentionnés tout à l'heure, comme pour les images des enfers. Parmi les tropes infernaux les plus courants, on trouve Emma, le roi et juge impartial des enfers, dont le rôle est de déterminer dans quel enfer sont envoyés les défunts. Cette image indienne s'additionne d'attributs chinois dans la seconde partie du premier millénaire. Emma est rejoint par 9 autres magistrats et ensemble, ils forment les 10 rois ou 10 juges des enfers, transformant ainsi la vision bouddhique indienne d'un jugement post-mortem en celui d'un processus bureaucratique chinois. D'ailleurs, vous voyez que Emma est habillée d'un bureaucrate chinois, d'habit chinois. Je l'ai dit déjà, l'association entre Tateyama et les enfers est aussi ancienne qu'évidente à ce jour. Pourtant, en examinant de près les mandalas de Tateyama, ils comportent bien d'autres éléments. En effet, ils renvoient à une autre tradition picturale, celle des peintures des 10 mondes, Jikaize ou les mandalas des 10 mondes, Jikai Mandala. Si les mandalas sont une représentation du cosmos bouddhique, les peintures des 10 mondes mettent en scène les différentes destinées du bouddhisme et sont un autre outil très prisé de prédication populaire. D'abord, il y a les 6 voies du monde du désir, qui font toute partie du cycle des transmigrations, enfers, démons affamés, animaux, guerriers, humains et dieux. La destinée suivante à laquelle on arrive est conditionnée aux actions des existences précédentes, ce qui constitue le karma. À ces 6 voies s'ajoutent 4 domaines d'existence situés, eux, en dehors de la roue des renaissances. Les grands disciples, les bouddhas solitaires, les bodhisattvas et les bouddhas. Et tout ça, c'est représenté sur ce type de peinture.
Les mandalas de Tateyama reprennent certains éléments des peintures d'Edimonde en les associant à des lieux géographiques précis, ce qui n'est pas le cas d'autres versions de ces peintures. Les Jikai Mandala sont plus neutres. En dépit du fort accent mis sur les enfers, ils ne forment qu'une partie des mandalas de Tateyama, qui est en revanche dépeinte de manière immédiatement reconnaissable en raison de leur inscription sur le terrain. Certaines scènes varient selon les versions du mandala, mais 3 éléments, en tous les cas, sont stables et reflètent leur localisation géographique. D'abord, la vallée des enfers, Jigokudani. Cette partie du massif de Tateyama correspond aux enfers dans la succession des destinées. Les fumerolles volcaniques et la désolation du paysage sont censés inspirer crainte et angoisse devant les tortures des enfers et encourager à tenter de les éviter. Sur les peintures, la vallée est généralement figurée en haut à gauche et illustrée d'une variété de scènes tirées du vaste répertoire des enfers bouddhiques. Ensuite, on a le pic du sabre. Tsurigidake, c'est le nom de l'un des 3 sommets du massif de Tateyama eu égard à ses pointes effilées. Ces caractéristiques tombent à point nommé pour évoquer 2 variantes infernales. La première est l'image d'un démon pourchassant un défunt sur le flanc d'une montagne aussi pointue qu'une aiguille. La seconde image est celle d'un arbre aux feuilles plus coupantes que la lame d'un rasoir, mais sur lesquelles les hommes ne peuvent s'empêcher de grimper en raison de l'apparition d'une femme à la beauté littéralement irrésistible. Qui plus est, comme dans le mythe de Sisyphe, arrivé au sommet de l'arbre, l'apparition s'estompe, l'homme retombe pour repartir de plus belle. Et enfin, la 3e image, qui est sans doute la plus tristement célèbre. Elle fait référence aux plus anciens enfers dédiés spécialement aux femmes. Ces derniers sont en fait nombreux, car le bouddhisme est loin d'être tendre envers les femmes. L'image en provient d'un sutra apocryphe chinois, éponyme, le sutra de l'étang de sang, en circulation au Japon dès le XIIe siècle environ. Le texte décrit comme Mokuren, Mulian en chinois, l'un des 10 grands disciples du Bouddha Shakyamuni, connu pour ses très grands pouvoirs, se rend dans les enfers dans l'espoir de sauver sa mère. Il la trouve au milieu d'autres femmes, assises dans un étang de sang, dont elles sont forcées de boire 3 fois par jour, sous peine d'être battues par des démons avec des battes de fer. Le seigneur des enfers explique à Mokuren que le sang des femmes, qu'il s'agisse de celui des menstrues ou versé lors des accouchements, est source de pollution indélébile et plonge toute femme en enfer. Offrir des rites bouddhiques est la seule manière de les faire sortir de là. Au bout de plusieurs années d'offrandes régulières, qui ont un coût, une fleur de lotus s'ouvrira dans l'étang et la femme sauvée renaîtra dans un paradis bouddhique. Au départ, ces rites étaient entrepris par des hommes, à l'image de Mokuren, mais graduellement les femmes elles-mêmes prennent en main leur destin posthume, ce qui indique avant toute chose qu'elles avaient intégré cette vision noire de leurs conditions. Mais les mandalas de Tateyama ne se contentent pas de dépeindre les enfers, même s'il s'agit là d'un outil de marketing efficace. L'imagerie évocative des enfers était perçue comme la plus à même pour faire prendre conscience de l'impermanence et de la souffrance inhérente à tout le cycle des transmigrations partant à la vie humaine. Souvenez-vous du récit du chasseur dont la flèche a transpercé le cœur d'Amida et de l'association entre Tateyama et la terre pure de ce Bouddha. Si la montagne elle-même peut être vue comme cette terre de Bouddha, elle peut tout à la fois être le point de départ ou de jonction entre ce monde et celui des Bouddhas. Sur la plupart des mandalas de Tateyama figure une représentation de la venue d'Amida sur des nuages violets, accompagnée de son entourage, à la rencontre des défunts ayant prononcé avec sincérité son nom au moment de leur mort, pour les emmener avec lui dans sa terre pure de l'Ouest. Là, vous le voyez même sur 3 des 4 panneaux. Nous voici arrivés au terme de cette exploration de quelques exemples de topographie symbolique dans les montagnes japonaises. C'est un répertoire quasi infini, et chacune des images que je vous ai évoquées en entraîne d'autres, qui se croisent et s'entrecroisent, et pourtant sont à chaque fois différentes. Pour finir, je vous ai assez peu parlé des Yamabushi, ou Shugenja, les pratiquants du Shugendo, mais ils sont présents dans tout ce que je vous ai raconté, car ce sont essentiellement par eux que ces histoires traversaient le pays. Ce sont les associations, guildes ou confraternités créées par les adhérents du Shugendo qui organisent des voyages jusqu'à ces lieux reculés, de même que l'organisation des activités rituelles sur place. Inversement, les pratiquants Shugen, dans leur pérégrination à travers... décidément...
où est-ce que j'en suis? Inversement, les pratiquants shugen, dans leur pérégrination à travers le Japon tout entier, que ce soit pour faire commerce de leur pouvoir ou vendre charmes, talismans et médicaments, colportent dans leur savoir pratique que spirituel. C'est donc par leur intermédiaire que se construit l'imaginaire religieux que je vous ai décrit. Tout en courant les montagnes et les plaines, les Yamabushi sont à la fois des passeurs et des constructeurs d'une mémoire inscrite directement dans les paysages de leur pays. Dans les mots de l'un de mes amis Yamabushi, que vous avez d'ailleurs vu sur les images, la force et les pouvoirs qu'il engrange à chaque fois qu'il entre en montagne sont faits du souvenir et des pensées innombrables, et des pensées des innombrables pratiquants ayant emprunté avant lui le même sentier. Ce sont eux et leurs histoires, grandes et petites, qui rendent les montagnes japonaises si vivantes. Je vous remercie beaucoup de votre attention